avantage le réglage des paramètres par le personnel de santé. Mais comme inconvénient, il est coûteux et nécessite un entretien et une maintenance. Et il y a un problème de disponibilité. Ce n'est pas toutes les structures de santé qui en disposent. Et la demande est souvent supérieure à l'offre. Donc, comme alternative, nous avons la méthode Kangourou qui est disponible, qui n'est pas coûteuse et qui est faisable quel que soit le niveau de soins avec un renforcement de la relation mère-enfant. Cette méthode Kangourou peut être débutée dès la salle de naissance si les conditions le permettent. Donc, pour ce qui est de la prise en charge postnatale, il s'agira de prendre en charge les complications et de faire une bonne prise en charge nutritionnelle. Donc, parmi ces complications, nous avons les complications métaboliques, à savoir l'hypothermie, qui est définie par une température qui est inférieure à 36,5. Donc, le nouveau-né prématuré présente des réserves énergétiques faibles et une surface, par rapport à une surface cutanée qui est étendue. Donc, il perd plus facilement de la chaleur. Donc, cette hypothermie peut être asymptomatique ou au contraire, se manifester par une hypotonie, des convulsions, une léthargie, une acrocyanose. Donc, on peut la prévenir par la mise en incubateur ou par les soins kangourous. À côté de l'hypothermie, on a l'hypoglycémie qui est assez fréquente du fait du défaut de réserve hépatique en glycogène. Donc, cette hypoglycémie peut être guettée par une surveillance stricte de la glycémie et prévenue par des apports oraux et contenus ou en intraveineux de glucose. Donc, il y a également comme complication métabolique l'hypocalcémie qui est définie par une calcémie inférieure à 80 mg par litre, donc qui sera corrigée par un apport de calcium et de vitamine D. Pour ce qui est des complications respiratoires, on a la détresse respiratoire par maladie des membranes hyaliques, qui est une expression clinique d'un déficit en surfactant pulmonaire. Donc, il va se manifester par une détresse respiratoire qui est précoce avec des signes de lutte. Et au niveau de la radiographie du thorax, on note des images réticulogranitées diffus avec bronchogramme aérien pouvant aller même jusqu'au poumon blanc pour le stade 4. Donc, comme traitement, il faut une oxygénation adaptée à la CPAP qui va permettre de maintenir les alvéoles ouvertes et administration de surfactants artificiels à raison de 200 mg par kilo avant la 30e minute de vie et puis 100 mg par kilo 6 à 12 heures après la première dose en intratrachéal. Donc, il faut intuber l'enfant et lui administrer le surfactant exogène. Donc, comme autre complication respiratoire, il y a l'apnée du prématuré qui est définie par un arrêt respiratoire de 15 secondes qui est lié à une immaturité de ses centres respiratoires bulbaires. Donc, il faudra le stimuler, faire des stimulations tactiles et administrer de la caféine à raison de 20 mg kg dose de charge, puis 5 mg kg dose d'entretien jusqu'à la 34e semaine d'aménorrhée. Nous avons également les dysplasies bronchopulmonaires qui sont liées à une oxygénodépendance, qui sont définies par une oxygénodépendance à 36 semaines d'aménorrhée post-conception ou 28 jours post-natal. Donc, ce qui pourrait entraîner cette dysplasie, c'est l'oxygénothérapie ou bien la ventilation mécanique ou les séquelles d'infection pulmonaire. Donc, il survient le plus souvent chez le très grand prématuré et le traitement repose sur la corticothérapie. Pour ce qui est de la rétinopathie, des complications oculaires, on note la rétinopathie du prématuré, qui est une destruction des vaisseaux rétiniens due à l'hyperoxie, une oxygénation par oxygène pur, donc qui est responsable de ce décollement rétinien. Donc, le traitement est basé sur la photocoagulation au laser ou la chirurgie. Pour ce qui est des complications neurologiques, il y a l'hémorragie intraventriculaire, qui est un saignement au niveau de la zone germinative sous-épendymaire située en bordure des cavités ventriculaires. Donc, le risque principal de cette hémorragie intraventriculaire, c'est l'hydrocéphalie et les séquelles neurologiques. Il sera diagnostiqué par l'ETF qui va montrer la localisation de l'hémorragie et la classification en fonction de l'étendue. Donc, comme traitement, on peut administrer la vitamine K et transfuser en cas d'anémie et faire une prise en charge neurochirurgicale en cas d'hydrocéphalie.
Pour ce qui est de la leucomalacie périventriculaire, il s'agit de lésions de nécrose de la substance blanche périventriculaire, qui est diagnostiquée également par l'ETF, qui va évoluer vers la gliose ou la cavitation, donc avec un risque énorme de séquelles neurologiques. Donc, à ce jour, il n'existe pas vraiment de traitement de cette leucomalacie périventriculaire. Il y a également les complications digestives, à savoir l'entérocolite ulcéro-nécrosante, qui est une nécrose ischémique et hémorragique des parois intestinales. Elle est favorisée par une alimentation retardée ou bien une utilisation des médicaments hyperestimulaires, l'asphyxie périnatale ou l'infection. Donc, sur le plan clinique, on note une intolérance alimentaire, un syndrome septique, un syndrome occlusif et même une rectorragie. À l'ASP, il y a une pneumatose des anses intestinales. Donc, le traitement va consister à arrêter l'alimentation, à mettre l'enfant sous antibiotiques et parfois avoir recours à la chirurgie. Donc, sur cette image, on voit un enfant atteint d'entérocolite ulcéro-nécrosante. Là, on voit carrément une distension abdominale et l'ASP montre une pneumatose intestinale. Donc, pour ce qui est des complications hématologiques, il y a l'anémie du prématuré qui est multifactorielle, liée à une moelle osseuse qui est immature, un déficit en érythropoïétine et une faible réserve en fer, et parfois liée au prélèvement répété, une spoliation sanguine. Donc, il faudra donc penser à supplémenter systématiquement en fer à partir de 10 jours de vie, donc pendant 6 mois, et administrer de l'érythropoïétine si on en dispose. Donc, comme autre complication, il y a les infections qui est liée à un déficit de l'immunité cellulaire et humorale. Donc, il faudra donc une asepsie rigoureuse, un lavage des mains, surveillance clinique et biologique rigoureuse et une antibiothérapie lorsque l'infection est avérée. Donc, toujours dans la prise en charge postnatale, il y a la prise en charge nutritionnelle qui est très importante. La nutrition parentérale n'étant pas disponible dans notre contexte, donc on va plus insister sur l'alimentation entérale qui est basée sur le lait maternel enrichi ou le lait pour prématuré à défaut. Donc, on utilisera des sondes orogastriques chez le grand prématuré et lorsque la succion déglutition est mature, la succion déglutition est mature à 32-34 semaines. Donc, il faudra tout le temps stimuler l'oralité et faire l'alimentation à la seringue ou par la tasse est possible à partir de la 32e semaine d'aménorrhée et la mise au sein à partir de la 34e semaine d'aménorrhée. Donc, pour ce qui est des besoins énergétiques, comme apport, il faudra donner 120 kilocalories par kilo par jour. Et lorsqu'il y a un retard de croissance utérin qui est associé, il faudra donner 140 kilocalories par kilo par jour. Donc, il faudra faire une surveillance du poids, journalier du poids, de la taille et du périmètre crânien. Donc, pour l'objectif du poids, il faudra un gain pondéral de 10 à 15 grammes par kilo par jour. Donc, essayant de mimer la croissance intra-utérine. Donc, nous allons à présent parler de l'hypothèse de Barker, qui est l'hypothèse selon laquelle les facteurs environnementaux, notamment l'alimentation, peuvent agir tôt dans la vie et entraîner, lorsque cette alimentation